Salut à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Procréativité. Aujourd'hui je reçois Charles Chillet, il est vidéaste principalement dans le domaine de la vidéo de voyage. À la différence des autres vidéastes que j'ai reçus sur ce podcast, Charles a fait une formation dans l'audiovisuel et nous dit si selon lui c'est indispensable. Il nous parle également de plein de sujets intéressants comme son processus créatif dans une vidéo de voyage, comment les voyages stimulent sa créativité, on parle également d'état de flow et enfin il nous donne quelques conseils pour débuter en vidéo et en faire son métier. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à laisser une note sur votre application de podcast ou un like sur YouTube en me disant ce que vous en avez pensé. Et surtout, dites-moi qui vous aimeriez écouter sur ce podcast en commentaire sous la vidéo YouTube. Sans plus attendre, je vous laisse avec notre discussion et je vous précise que le prochain épisode est déjà enregistré et sortira la semaine prochaine, alors abonnez-vous pour pas le rater. Salut Charles, bienvenue sur le podcast. Merci. En tout cas, je suis super content de t'avoir parce que je sais que récemment sur YouTube, tu as fait une vidéo où tu décrivais les chaînes sur lesquelles tu avais appris un peu la vidéo quand tu as démarré. Et moi, si je devais faire une liste des chaînes sur lesquelles j'ai appris à faire de la vidéo et d'en faire mon métier aujourd'hui, je pense que tu serais dedans. Donc, ça fait très plaisir. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Ok, alors je m'appelle Charles Chillet, j'ai 24 ans. Je vis actuellement à Angers et je fais des vidéos sur YouTube depuis... alors j'ai plusieurs phases, mais on va dire sur le thème un petit peu de la vidéo, du voyage, tout ça, ça va faire 2 ans et demi. Je fais beaucoup de vidéos sur le thème du voyage, des vlogs voyage, des vidéos contemplatives, des pubs un peu dans ce thème-là aussi. Je fais aussi beaucoup de contenu un peu making-of, où du coup je décompose un petit peu ce que je fais en pro pour expliquer, etc., différentes choses. Je fais aussi maintenant un peu plus de contenu, entre guillemets, divertissant, toujours axé dans le domaine de la vidéo. Voilà, des petites vidéos qui me font délirer. Et puis beaucoup quand même de tutos, photos, vidéos, et aussi même maintenant des formations au montage notamment. Voilà, sur Udemy. Et je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Ouais, donc exact, formation sur Udemy, d'ailleurs que j'ai suivi. Cool. Si je devais faire un petit témoignage en live comme avec ça. Plaisir. J'ai peur. Moi qui suis... T'inquiète, ça va être plutôt positif. Moi qui suis déjà vidéaste et qui en fait déjà mon métier, j'ai quand même réussi à apprendre des trucs, donc, notamment surtout donc, sur la gestion du projet dans Premiere, comment organiser tout ça, et quelques tips sur le montage. Donc, trop bien, c'est le but, voilà, c'est dur de trouver, tu vois, d'avoir un peu de... Parce que je sais que c'est également axé pour les gens qui sont débutants, mais voilà, même avec un certain niveau, on a quand même pas mal d'infos. Content de savoir ça. Alors je voulais revenir rapidement sur ton parcours. Je sais que tu as fait une vidéo sur ta chaîne récemment où tu détailles vraiment ton parcours, donc ça sera peut-être pas la peine d'aller en profondeur. Je pense que les gens iront voir ça sur ta chaîne. Mais un point qui a attiré mon attention, c'est que toi, tu as fait une formation dans l'audiovisuel. Donc contrairement à tous les vidéastes que j'ai interviewés pour le moment qui sont plus en autodidacte. Et je voulais avoir ton retour d'expérience sur la formation. Donc déjà, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consistait, et est-ce que tu le recommanderais à quelqu'un qui veut se lancer dans la vidéo ? Ok, déjà juste pour, parce que là on va en parler je pense assez brièvement, mais j'ai quand même fait une vidéo sur un peu les écoles d'audiovisuel et aussi sur mes études vraiment en détail il y a 2 ans, fin 2017, donc si jamais ça intéresse des gens, j'en parlerai vachement plus en long dans ces vidéos-là et mon avis n'a pas trop évolué. En gros, la formation que j'ai fait c'est déjà plus axé quand même télé que cinéma ou même tu vois, vidéaste indépendant, c'est plus quand même axé dans la télé. C'est la Dream à Valenciennes. Alors le nom est vendeur, mais si t'es moins axé vers la télé, du coup c'est moins correspondant, on va dire. Mais je l'avais fait parce que à l'époque j'avais vu qu'ils faisaient une 2e année au Québec, pas obligatoire, mais en tout cas qu'ils proposaient ça. Et je voulais absolument aller au Québec pour la 2e année, tu vois, je voulais partir. Et parce que le voyage, ça fait longtemps que ça me plaît. Et donc en fait, la formation était pas très intéressante en général pour moi, parce que déjà il y avait peu de projets. Il y avait les profs, c'était des gens un peu vieillots, on va dire quand même, sans attaquer. Mais encore une fois, pour les gens axés télé qui voulaient vraiment aller un peu se lancer dans les métiers de l'ingénierie autour même des métiers en régie, tout ça, c'était vraiment intéressant, clairement. Mais par contre, c'est la 2e année, tu vois, au Québec, qui a vraiment été très très formatrice. Parce que là-bas, en fait, c'était une mentalité complètement différente de ce qu'on a en études en France. Et c'est vraiment beaucoup plus pratique, énormément de projets à faire. Dans un cadre un peu plus créatif parce que c'est à Valenciennes, oui, je sais pas préciser, je sais plus si je l'ai dit, mais bon, Valenciennes, c'est pas la ville la plus folle de France, on va pas se mentir. Et du coup, là, c'était une petite ville perdue dans le Québec, tu vois, donc c'est plus cool. Et puis, il y avait pas mal de gens aussi vachement plus motivés parce que c'était quand même les gens un peu plus, comment dire,
je sais pas, dégourdi c'est pas le bon mot, mais qui voulait un peu plus sortir, essayer de nouvelles choses, qui venaient au Québec en général se perdre au fin fond de nulle part. Un peu plus proactif. Ouais, c'est ça, un peu, ouais, c'est ça, c'est exactement ça le terme. Et du coup, c'était vraiment cool. C'est vraiment là-bas que j'ai appris beaucoup de choses. Et pas tant en France, enfin, en tout cas moi en France, mais le discours que je tiens un peu sur les écoles en général, audiovisuel, cinéma, tout ça, c'est pas tant, le plus important, c'est pas tant ce qu'on te donne en cours, même si c'est vraiment important en tant qu'affaire d'avoir ça, mais c'est plus le réseau que tu te construis autour avec les gens qui sont avec toi, qui sont aussi motivés à faire des projets, et de faire des projets avec les gens qui sont avec toi à fond, et de pas se contenter de ce qu'on te demande en cours, sauf si, bon, dans certaines formations, on te demande clairement beaucoup de choses, et il y a plein de pratiques, et c'est bien, mais voilà, je sais qu'il y a plein de gens, genre dans des DUT, MMI, c'est un peu axé sur, pas forcément full audiovisuel, mais même des BTS où il y a pas assez de pratique, ou alors c'est pas assez orienté sur ce que toi t'as envie de faire, donc le truc c'est de vraiment te faire des projets à côté avec des gens potentiellement motivés qui sont au final avec toi aussi en cours, donc c'est ça le... Ouais, c'est surtout construire son réseau, quoi. C'est ça, et carrément c'est ça qui est ultra important, et de montrer que t'es là, quoi, et de te faire connaître aussi à des gens, parce que là maintenant si je regarde, à l'époque c'était des potes, mais maintenant j'ai plein de potes qui bossent au final, bon ça m'intéresse pas parce que je fais pas dans la télé, mais qui bossent chez Canal+, qui sont même dans des trucs très techniques, il y en a qui font qui ont des studios de colo, tu vois, où ils font de l'étalonnage, enfin... Donc c'est toujours des gens, même si à l'époque, des fois c'est des gens que tu croises en classe et à qui tu discutes 3-4 fois, tu vois, vite fait, mais au final c'est important aussi de savoir que ces gens-là après, ils vont faire peut-être des métiers intéressants, qui un jour t'apporteront des opportunités. Et puis les très bons potes que tu auras, c'est aussi eux qui vont pouvoir, avec qui tu vas pouvoir créer des choses, monter même une boîte ensemble, pourquoi pas. Enfin voilà, c'est surtout le réseau autour de ça qui est intéressant. Même si évidemment, quand tu payes 8 000 € par an pour une école en France, tu serais content d'avoir le contenu à l'intérieur des cours, quoi. Mais il est là, il y en a certaines qui sont bien, mais il y a jamais, enfin je pense qu'il n'y a rien de parfait. Parce que même pour les métiers qu'on fait un peu, c'est tellement... il n'y a rien, il n'y a aucune formation qui amène à ça. Tu prends des tips comme tu dis dans ma formation, tu as pris des tips à droite à gauche, mais là c'est un peu pareil, tu prends dans tout ce qu'on te donne, il n'y a que quelques trucs qui te serviront, mais c'est avec ça que tu te construis au fur et à mesure, quoi. Donc, mais c'est dur de dire fonce dans une école, et c'est pour ça que je l'ai fait, parce que à l'époque c'était un peu pour moi la seule alternative, mais en vrai à côté YouTube m'a beaucoup aidé, il y a plein de gens qui m'ont aidé, à qui j'ai appris, et voilà, c'est un ensemble de choses. On peut pas dire l'école ça fait tout. Est-ce que tu penses que le contenu que tu as eu dans l'école, c'est quelque chose que tu aurais pu trouver sur YouTube, enfin YouTube ou Internet en général? Déjà, dis-toi, j'avais des cours de chimie, de mécanique et tout en première année, donc c'est pour dire à quel point on était vraiment... on n'est pas forcément axé uniquement sur la vidéo. Ouais, non, clairement, oui, enfin en termes de contenu de cours, oui, vraiment. Mais l'intérêt c'est que ça centralise et ça t'oblige à y aller, et c'est un peu ça le truc, mais même ce que j'avais en France comme cours, c'était... Attends, premier TP de Photoshop, faire un carré rouge sur Photoshop, c'est ça le TP. Tu vois le niveau? on est sur un niveau, en gros, un tuto de 3 minutes sur... Ouais, c'est ça, en fait c'est sur, des trucs... sur Internet. Et les ordis, attends, mais les ordis c'était Windows NT4 avec Photoshop 98. Ah ouais? Ouais, on est en 2014, okay, 2013, mais ça reste pour l'époque 15 ans en retard, tu vois. Donc il y a d'autres formations potentiellement plus modernes, même si je sais qu'ils essayent de se moderniser maintenant parce qu'ils se sont un petit peu réveillés, mais clairement la plupart des choses tu les as disponibles en ligne, et maintenant au final presque tout est là, quoi. Genre... tout est là, mais gratuitement, ou même un peu plus si tu peux investir un petit peu d'argent. Je pense qu'il faut juste la discipline, en fait, si tu veux faire toutes les choses tout seul. C'est juste ça le plus important. Ouais, c'est vrai que avec l'école, t'as peut-être besoin d'un peu moins de rigueur. Ouais, t'es dans un cadre. T'es un peu forcé d'aller, t'es dans le cadre. Et du coup, si t'as la rigueur, en gros, tu peux trouver les infos sur Internet et tu peux te former de A à Z. Et les contacts, après, enfin, les gens à qui partager des choses, des projets, etc., c'est plus compliqué, mais tu peux clairement rejoindre des groupes, essayer de voir les groupes sur la ville, dans des formations. Il y a plein de formations maintenant aussi. Tu as des groupes après Facebook avec tous les gens de la formation qui te permettent de donner des retours sur tes vidéos, etc. C'est plus compliqué clairement de le faire tout seul, mais c'est aussi possible. Alors, je voulais savoir sur tes vidéos de voyage, parce que tu fais, comme tu disais tout à l'heure, tu fais principalement ça. C'est quoi vraiment ta première étape quand tu te lances dans une vidéo de voyage? Par quoi est-ce que tu commences? Et ensuite, quel est ton processus créatif derrière? On parle en montage ou genre tournage aussi ou... Vraiment tout compris, c'est-à-dire tu te dis bon je pars voir le Taj Mahal, comme la dernière vidéo que tu viens de poster avec Julien Fabreau. Par quoi est-ce que tu commences à partir de ça, quoi? Du coup l'idée c'est de trouver déjà une destination intrigante, un peu enfin tu vois, l'Inde c'était quelque chose par exemple qui m'intriguait, dans le sens où c'est une culture complètement différente, genre du coup déjà, enfin de sortir un peu de... C'est cool les cadres habituels, genre les États-Unis et tout, c'est sympa, tu vois, mais c'est
c'est pas tant dépaysant que ça par rapport à l'Inde où là tout est différent et c'est trop bien. Et du coup ça te booste aussi, ça te force un peu ça te sort un peu de tes habitudes. Et donc je pense déjà de se renseigner un petit peu, même si je le fais pas toujours sur l'endroit, de se dire évidemment c'est quoi les objectifs principaux, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux raconter dans la vidéo que tu vas faire là-bas. Parce que moi par exemple tu vois je savais que bon, ça a été un voyage qui a été prévu, par exemple, l'Inde, une semaine avant Top Chrono, les billets d'avion, c'est pris 4 jours avant de partir, quoi. C'est vraiment ça. Ah ouais, ça a été fait vraiment dans le rush. Ouais, c'était vraiment, parce qu'on n'avait pas les sponsors, enfin, il nous fallait évidemment un petit peu de sponsors pour partir, parce que sinon, ça coûte cher. Et on a eu les validations, littéralement, le dimanche pour le jeudi. Donc le vendredi, mais bref, on a pris nos billets d'avion le dimanche, fallait les visas, on savait pas combien de temps ça prenait, on savait pas si on allait arriver, bref, c'est toujours pareil. Donc là, niveau préparation, on n'est pas non plus au summum, c'était juste, on savait qu'on voulait faire Holi, le festival des couleurs, parce que c'était ouf. Et Julien avait vu que c'était là où on allait à Vrindavan, la ville un petit peu de la naissance de ce festival. Et du coup, c'est là qu'on se disait on y va. Et vu que c'est à côté du Taj Mahal, bon, en même temps, on va pas se gêner, on va aller au Taj Mahal. Mais en termes de préparation, je sais pas, du tournage, tu vois, je sais juste où je vais, qu'est-ce que je vais faire, mais j'aime pas non plus trop regarder de choses parce qu'après, j'ai l'impression que ça me rentre un peu dans un cadre. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, ça dépend parce que si t'es avec un client, un truc pro et que bon, faut absolument que t'aies des choses. Bah là, tu dois te forcer à vraiment prendre moins de plaisir peut-être sur place, mais à plus connaître et préparer les choses et vraiment savoir ce que tu veux. Après, là, on était un peu plus libre parce qu'on était là pour faire nos propres contenus à nous. Mais et après, au niveau tu vois, de la vidéo sur place, par exemple, j'avais prévu de faire une vidéo pour tout. En gros, de faire une vidéo Taj Mahal au lit. Mais au final, je me suis rendu compte que j'avais tellement de contenu et que c'était un peu tellement différent. Que pourquoi pas en faire deux en fait, et que ça suffisait, chaque vidéo se suffisait et comme ça séparait bien. Et du coup sur place, le but c'est de capter un maximum ce qui se passe. Je fais aussi vachement plus avec Julien, j'apprends vachement ça notamment parce que lui il est très bon dans un peu filmer un peu les péripéties qui se passent autour, tu vois. Moi c'est quelque chose qu'avant je faisais pas, genre s'il se passait des galères, des merdes, je réfléchissais pas à filmer même mes pieds, tu vois, mais juste pour avoir le son d'un garde qui nous intercepte ou quoi. Et ça j'apprends vachement à le faire. Et avec lui parce qu'il est très bon là-dedans. Et par exemple, c'est un truc, je me dis, j'en filme plein. En fait, je filme beaucoup de choses, genre un maximum de choses pour avoir un maximum de matière. Et après, avec tout ça, après, tu te construis un peu beaucoup de choses se font au montage. Au final, le but, c'est d'avoir le maximum de matière, de maximum de plans différents, d'échelles différentes, de types, de contenu, quoi. Pour en ayant une idée évidemment du produit fini quand même, hein, parce que sinon tu pars un peu à droite à gauche, mais le but après c'est de construire ça au montage. Et c'est aussi ce qui est cool, je crois, avec le format que je fais un peu maintenant, où je parle un peu en studio, tu vois, où les récits de voyage, ouais, et je me suis dit vas-y c'est cool. Et en vrai ça m'aide aussi à vachement mieux reconstruire la vidéo, parce que des fois en fait quand tu filmes en vlog sur place, soit t'as pas les éléments, je connais pas par cœur l'histoire du Taj Mahal, et si je l'aurais fait sur place ça aurait été... Bon, je voulais pas faire une vidéo historique dessus, mais voilà, j'aurais pas eu tous les éléments, je me serais trompé, j'aurais galéré à expliquer tous les trucs, tu vois, parce que t'es sur place, t'as pas le temps, il y a plein de gens qui te regardent et tout, et t'as pas tout le temps de faire le bon contenu en mode vlog sur place, incarnation sur place, et du coup là, le fait de le faire en studio, ça me pose. Et après, je lance les différents moments et du coup, ça permet de faire un truc, je trouve, qui est plus structuré. Ouais, vraiment décrire ton expérience de A à Z. C'est ça, raconter un peu le voyage complètement et puis aussi, comment dire, ça dynamise peut-être un peu plus en mode un peu, je vous raconte, on repart là-bas, je vous raconte, on repart là-bas, tu vois. Je pense c'est un peu ça. Voilà, je suis un peu parti large, mais. Justement, j'allais te demander si tu avais une idée globale de la vidéo avant de la commencer, mais du coup, toi, tu es plutôt dans la construction de la vidéo au fur et à mesure. C'est ça, parce que tu sais jamais ce qui va se passer en fait. S'il y a un voyage et qu'il n'y a pas de galère dedans, s'il se passe pas des trucs, tu vois, genre qui te font chier, qui te contraignent, en fait, c'est pas moins marrant, mais il y a moins de choses à raconter, et les meilleurs voyages, c'est des fois des grosses galères ultimes. Ouais, et c'est parfois ces petites anecdotes qui font que c'est intéressant, que les gens sont engagés et veulent savoir la suite, quoi. Ouais, c'est ça. C'est par exemple là, il y a pas eu, si, il y a quand même eu pas mal de. Bon, on s'est fait embrouiller pendant Holi, c'était un peu compliqué, mais on s'est fait par exemple embrouiller à un moment. Ça, c'est un truc, je pense, qui est important de raconter. Enfin, même les échecs aussi, tu vois, un peu de. On voulait filmer, mais c'était un enfer à filmer. Et bon, j'en raconterai parce que de toute façon, t'en prends plein la gueule de tous les côtés, et les gens qui t'agrippent pour te faire des selfies. C'est le chaos. Mais au final, moi, je pensais que ça allait être le bordel, mais un peu plus libre, tu vois, alors qu'en fait, on était vachement contraints et. Enfin bref, c'est avec ça que tu peux construire une histoire aussi derrière, quoi. Et justement, donc, pour rester sur ce voyage que tu as fait en Inde avec Julien, qu'est-ce que ça change pour toi de faire des voyages avec des gens qui n'ont pas forcément de lien avec la vidéo et des voyages avec d'autres créateurs? Est-ce que tu trouves une différence là-dedans? Qu'est-ce que tu préfères?
Déjà, enfin, je pense que c'est important. En fait, ça dépend. Tu as différents types de voyages un peu. J'en fais beaucoup moins maintenant avec des gens qui sont pas du tout dans la vidéo, qui font pas du tout de vidéo ou de photos. Parce que, en fait, quand je pars en voyage, que ce soit même en famille, enfin, j'en fais beaucoup moins en famille, parce que, bon, évidemment, c'était plus quand j'étais plus jeune. Mais je veux dire, si je partais demain avec plein de potes dont personne fait aucune photo, aucune vidéo et qui sont pas là pour ça un petit peu aussi, ce serait compliqué parce que en fait, déjà t'es stressé parce que t'as l'impression de les faire attendre à des moments parce que tu fais tes plans, etc. Même s'ils sont gentils, ils acceptent. Tu sens que tu les fais chier, ça te met une pression, du coup ça te contraint et du coup, donc c'est une dynamique qui est différente et je trouve ça cool de partir avec des gens qui ont un peu la même passion, etc. Qui soient créateurs YouTube, vidéastes, tout ça, ou des gens qui sont pas forcément sur YouTube, c'est vraiment intéressant de partir avec des gens qui sont là aussi pour faire des images. Je partais avec des potes en février au Canada. Mes anciens colocs de l'époque, ils sont tous en train de faire de la photo, de la vidéo. Donc au final, ils ont pas de chaîne YouTube, ils postent, ils font juste pour le fun. Mais en attendant, on est dans la même dynamique, tu vois, de prendre du temps, de faire des plans et s'il y a un endroit où on doit passer 1 heure normalement, on sait qu'on va y rester 3 heures, quoi. Mais au moins tout le monde est au courant, il n'y a pas cette pression un petit peu. Ça évite qu'on te fasse bon, allez Charles, on y va. Oui, c'est le pire truc de la Terre, vraiment. Et j'en parlais d'ailleurs il n'y a pas longtemps. J'ai fait une petite conférence un peu sur le thème du voyage. Et en vrai, c'était un peu l'idée de déjà partir avec les bonnes personnes, pas dans le sens tu les aimes pas, tu les aimes, mais c'est tes potes ou c'est pas tes potes, mais genre, de partir avec les gens qui font un peu la même chose, ou au moins un minimum, tu vois. Ou alors, si c'est pas le cas, de dire, ok, les gars, de telle heure à telle heure, tous les jours, c'est golden hour, imaginons, je sais que je vais faire ça, et après, le reste du temps, je lâche un peu la cam, et tu vois, d'être conscient de ça au moins un minimum, et de le dire honnêtement, et je pense que c'est vraiment intéressant. Et puis, avec des gens qui sont créatifs, comme Julien, tu vois, c'est cool aussi, parce que, on a des styles un peu différents, et puis on peut s'aider aussi, tu vois, à faire des plans chacun de l'un de l'autre, même si on a eu plus de mal sur ce voyage-là parce que c'était un peu plus chaotique, mais ça se dynamise aussi, donc c'est intéressant à ce niveau-là, c'est vraiment une dynamique qui est cool. Donc puis c'est aussi partir avec des gens qui vont aussi faire exactement la même chose, tu vois. Je sais qu'avec Julien on a des styles un peu différents et du coup c'est ça qui est cool aussi. Je voudrais pas partir avec quelqu'un qui fait tout pareil, quoi, sinon... Ouais, là, ça permet de vous compléter un petit peu. Et puis chaque vidéo, chacune de vos vidéos a vraiment sa place. C'est pas... l'une n'est pas la copier-coller de l'autre. C'est ça, on va raconter... Je sais qu'il racontera absolument... Même si, des fois, j'essaye de rejoindre son style un peu plus... justement, il filme un peu tous les moments, un peu... et parce que je sais que c'est cool et ça me plaît maintenant, mais je sais que lui, il le fera à merveille et que des fois, un petit truc, une petite galère qui nous est arrivée que moi je veux même pas mentionner, lui il peut te faire 5 minutes de vidéo en expliquant le truc et en le racontant bien et ça devient intéressant, tu vois. Donc Julien voilà. Il est super bon pour raconter les histoires, c'est vraiment son truc et c'est ça, c'est clairement. Donc c'est pour ça aussi, c'est cool aussi de voir après ce qu'il arrive à en faire, c'est intéressant. Écoute, normalement je l'interview demain, donc on verra ce qu'il a à nous raconter. J'écouterai ça, attention. Je voulais savoir, donc la question un peu philosophique du podcast, qu'est-ce que c'est pour toi que la créativité au sens large et voilà, quel est ton rapport avec ça? Je savais qu'elle viendrait cette question, tu sais. Et non, je l'appréhende parce que c'est tellement c'est pas palpable. C'est hyper vaste, ouais. Et tous les gens que j'interviewe ont la même réaction, ils sont là, oula, c'est tellement vaste que c'est pour ça qu'elle est intéressante. Ouais, après je pense que du coup les réponses varient vachement. C'est tellement, en fait pour moi attends, j'avais déjà réfléchi avant en vrai, tu vois, et j'avais pas trouvé et là elle vient de se créer, mais en fait c'est un peu toi, c'est l'essence de toi-même au final, parce que c'est tout ce que t'as emmagasiné de ta vie, que t'as écouté, que t'as entendu, qui t'a inspiré, qui va... souvent je dis c'est les petites pierres que t'ajoutes à ton édifice, tu vois, t'as un petit tas de trucs qui sont amassés et qui vont faire que t'as une perception des choses, une façon de faire des vidéos ou des photos ou du graphisme, peu importe, ou de la peinture, qui est vraiment propre à toi, même si au début des fois ça ressemble beaucoup à ce que font beaucoup d'autres. Au fur et à mesure tu te détaches peut-être un peu de ça, et je pense que c'est un ensemble tellement de choses qui sont de rien, t'as vu un truc dans la rue en te baladant, t'as regardé une vidéo qui t'a beaucoup plu, et des films que t'as vus, et du coup c'est tout cet amalgame de choses que t'as vu dans toute ta vie depuis que t'es tout petit qui va un peu former je pense que c'est au final en réponse directe, c'est un peu la façon de percevoir les choses et de créer autour de ça, peut-être, tu vois. Et je pense que c'est important vraiment d'être conscient de ça, et du coup d'essayer de s'inspirer. Je le fais plus assez, je trouve, même maintenant, mais d'essayer de s'inspirer de plein de choses et de regarder beaucoup de contenus différents. Même on parle de vidéos YouTube, d'aller voir un peu ce que font les gens, comme je partage les chaînes américaines, les gens aux États-Unis, un peu comment ils font leurs vidéos, de regarder les vidéos aussi des autres collègues français, pour aller à dire j'aime bien ça, c'est cool, j'aime bien la façon dont il met le texte là, tu vois, comme ça, en expliquant le lieu, vas-y je vais le faire dans la mienne, mais en changeant un peu des trucs,
puis après tu te dis ah c'est pas bien comme ça, du coup la celle d'après tu vas le refaire différemment, et puis au final tu auras fait ton propre truc, tu vois. Voilà, je sais pas, c'est dur de répondre à ça, mais je pense c'est ma vision des choses, tu vois. Tu te lèves pas le matin en disant ah ouais vas-y aujourd'hui c'est bon, j'ai la créativité qui est là, et donc c'est plus en faisant des choses qu'elle vient, tu penses? En pratiquant. Est-ce que le fait de faire des voyages, pour toi, c'est un bon moyen de booster ta créativité, rencontrer de nouvelles choses, voir de nouvelles cultures? Complètement. Enfin, les rencontres des gens et des lieux, c'est pour moi le principal. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, parce que souvent, voyager, ça coûte en général un minimum, un peu d'argent, et puis rencontrer des nouvelles personnes intéressantes, c'est pas le plus facile à faire, évidemment. Mais pour moi, c'est le principal stimuli, clairement, parce que ça te force à accepter d'autres réalités, entre guillemets. Par exemple, l'Inde, tu vois, je pense que c'est la culture la plus c'est dur à dire, mais je pense que c'est la culture tellement la plus opposée qu'on peut trouver par rapport à nous, en fait, parce que tout est différent, ils font tout différemment, et c'est trop intéressant, parce que aussi les gens sont contents de te rencontrer et de partager aussi autour de ça. Et du coup je le fais, tu vois, Julien il est très bon là-dedans, d'aller au devant des gens, aller parler à tout le monde et tout, et j'essaye aussi tu vois, d'apprendre un peu de lui à ce niveau-là, parce que je vais pas forcément tout le temps devant des gens, mais c'est vrai que c'est intéressant. Des fois t'as des histoires, des gens qui vont t'expliquer des trucs, leur façon de voir les choses, comment je sais pas, tu rencontres un mec qui occupe de son champ perdu dans la pampa, et la façon dont il va faire les choses, en fait ça peut t'inspirer toi de ton côté. Donc puis les voyages et voir des endroits incroyables, etc., je pense que c'est une ouverture, ça t'ouvre l'esprit un petit peu. Donc quand tu peux pas le faire en vrai, au moins t'as pas mal de contenu en ligne déjà qui peuvent t'inspirer, tu vois. Mais alors évidemment le mieux, si c'est possible, c'est de le faire en vrai. Et d'ailleurs en plus tu dis que l'Inde c'est vraiment quelque chose de très opposé. J'ai vu énormément de vidéos, de témoignages. Moi, je suis jamais allé personnellement, mais j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui avaient vraiment un espèce de choc quand ils arrivaient, et une sensation où tu te sens vraiment bizarre, t'es propulsé dans un environnement que tu comprends pas du tout. Ouais. C'est quelque chose que vous avez eu, je crois que, en je fait, sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ce syndrome a un nom. Oui, il y a un traumatisme exactement lié à ça directement. Et je crois que c'est Seb Lafrite qui avait fait un truc avec le Dalai Lama. Oui, c'est ça. Ok, bon, on a vu la même. Mais en fait, je pense que ça dépend déjà des endroits où tu vas. Parce que nous, en fait, on n'a pas tant fait les grandes villes. En gros, je crois que c'est beaucoup à Bombay, Mumbai, qu'il y a ce sentiment. En fait, dans les grandes villes où autant chez nous, il y a déjà un fossé entre riches et très riches, très pauvres qui est déjà marqué, tu vois, mais ils se voient pas tant. Là-bas, c'est vraiment visible. Et puis c'est carrément, c'est des clastres, c'est quelque chose qui est établi, quoi. C'est clairement déjà établi dans la culture. Et ça continue à encore, justement, je parle avec des gens là-bas, mais ça continue, c'est un peu moins marqué officiellement, mais ça continue d'exister officieusement, ce système un peu de castre, de classe sociale. Et t'as vraiment des gens, enfin je l'ai pas vu parce qu'en fait on n'a pas été à New Delhi, on a vite allé dedans dans la ville, mais on n'a pas fait les grandes villes où à mon avis c'est encore plus marqué. Mais t'as vraiment quelqu'un, c'est genre il a une étale, il dort sur un banc derrière et il vend 2 bananes et 2 pommes, et genre vraiment littéralement c'est juste, il a que ça. Et t'as des gens qui vont passer devant en gros 4x4 Land Rover, et tu vois ça constamment. Mais après c'est du coup en fait c'est triste parce que ça devient vite habituel entre guillemets, même si c'est pas, tu sais, parce que c'est tellement partout que tu peux pas. J'ai pas eu le traumatisme tant, c'est plus sur la foule. Je suis pas fan de foule, tu vois, d'avoir beaucoup de personnes autour de moi. En général, j'aime pas trop ça. Et là, on a eu des moments vraiment collé à des gens, genre ultra faut oppressants. Pas trop être agoraphobe, ouais. Ouais, j'ai posté une photo tout à l'heure, justement, dans une des ruelles. En fait, on allait à un temple. C'est une ruelle, elle fait 4-5 mètres de large max, même pas. Et c'est la seule entrée du temple. Et genre, en plus, c'est festival Holi, il y a plein de monde. Et du coup, il y a juste 2 files dans la même rue, mais qui se croisent. Et il y a des gens qui sont, c'est le festival. Alors du coup, ils ont un truc là-bas qui se boit à base de cannabis. Du coup, il y en a qui sont complètement défoncés. T'en as qui garent leur moto au milieu de la rue. Donc du coup, tout le monde tout le monde se pousse, mais d'une violence, tu vois. Et genre, t'es là, en fait, et tu connais pas. Tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas comment les gens réagissent. Et du coup, en fait, ça devient vite oppressant, et on était tous les deux en mode non, en fait, on va pas au temple, on fait demi-tour, on se barre. Et en plus, t'as un mec avec des bâtons, tous les 10 mètres, t'as des mecs avec des bâtons qui te tapent dessus, un peu dessus, en mode si t'as des lunettes, caméra, les singes descendent des murs, te chopent ton truc et se barrent avec. Okay. Et bref, t'as vraiment un ensemble de trucs qui t'oppressent, en fait.
Et en fait, on cherchait souvent, même dans les moments où il y avait plein de couleurs, on jetait la poudre et tout, les gens, nous, en plus, en tant que touristes blancs avec des caméras, on était des cibles, mais genre, monstres, c'était terrible à des moments. Genre, c'était violent. Et en fait, il fallait se mettre dans les ruelles, aller se cacher, parce qu'on voulait juste se calmer. Et du coup, c'est un peu plus ça, je pense, qui était un peu plus choquant, de ce besoin de, couper un peu et faire une pause, parce que c'est du bruit, c'est de la foule, c'est constamment un buzz un peu constant, tu vois. C'est ça que je pense le plus gros. Mais j'ai pas eu le. Après, j'ai déjà été dans des pays un peu plus pauvres aussi encore, donc peut-être pour quelqu'un qui a jamais trop voyagé, aller en Inde dès le début, c'est peut-être fort quand même. Enfin, c'est cool, mais je pense que c'est plus fort. Tu conseillerais pas en première destination? Je pense pas, je peux pas le déconseiller parce que c'est tellement. Enfin, j'ai trop envie d'y retourner, c'est trop incroyable. Mais je pense que c'est plus marquant en tout cas. C'est à ce niveau-là, et il faut s'y préparer un petit peu et savoir que ça va être vraiment différent. Mais après, je peux pas le déconseiller parce que c'est vraiment un pays trop bien, quoi. Genre, c'est trop nouveau, quoi. J'ai trop envie d'y retourner. Quand tu es en voyage, justement, ça ressemble à quoi ton quotidien? Est-ce que c'est shooting toute la journée? Est-ce qu'il y a des moments off? Est-ce que tu commences un peu ton montage pendant le voyage? Comment ça se passe à ce niveau-là? Ça dépend des personnes avec qui tu pars. Enfin, en fait, ce que moi j'ai fait un peu des deux, dans le sens où maintenant j'essaye de. Enfin, c'est plus souvent pour ma propre chaîne et pour mes propres vidéos. Donc là, j'ai plus un rythme. Avant, par le passé, je faisais soit pour des pubs pour une agence de voyage, soit je voyageais avec Cyril. Du coup, c'était pas pour moi les vidéos, c'était pour la personne. Donc, c'est des constructions un peu différentes. Maintenant, vraiment, enfin, en résumé, grosso merdo, c'est. Ça dépend aussi des endroits où tu vas. On va dire, allez, je vais faire deux cas. C'est genre, si c'est voyage perso, on va pas filmer toute la journée, mais seulement au moment vraiment où il y a des trucs intéressants, on va voir des trucs intéressants. Tu vois, des moments où on va se poser à l'hôtel 2-3 heures parce qu'on s'est levé super tôt le matin et on va pas tout filmer toute la journée, sauf si on prend un taxi, on va se balader quelque part. Moi, j'ai toujours une caméra limite allumée pour choper s'il y a des trucs qui se passent, tu vois, pour être prêt. Et le soir, évidemment, backup, enfin, c'est vraiment soit si on n'est pas, en fait, souvent, c'est si on n'est pas en train de shooter dans la rue et qu'on est en train de se reposer, c'est sur les téléphones en train de poster des trucs ou c'est en train de faire du backup. Donc, il y a quand même c'est pas, les gens, des fois, pensent qu'on va en vacances, alors c'est très très cool, mais c'est rarement reposant dans le sens du terme parce que t'es toujours occupé à faire quelque chose qui tourne autour de filmer, au backup, pouvoir monter, pourquoi pas, même si je le fais beaucoup moins parce que j'ai envie de profiter aussi. C'est ça qui est dur en fait, c'est vraiment de profiter des moments et du coup le problème aussi c'est que par exemple, mais j'en parle même un tout petit peu dans la vidéo parce que j'ai envie de parler de ce sujet de plus en plus, mais c'est que en fait c'est officiellement c'est pro quoi, on est là pour filmer et du coup on profite vachement moins des endroits où on va parce qu'on les voit dans les écrans, dans les viseurs de caméra et au final, t'as pas le temps de te poser. Et au Taj Mahal, par exemple, on a vraiment eu le temps parce qu'à un moment il y avait de la brume, on pouvait pas filmer. Du coup, je me suis vraiment assis 1 heure, tu vois, et je me suis baladé un peu autour et c'était cool parce que j'ai rarement vraiment le temps de profiter. Et le pire, c'est quand je faisais des pubs pour agences de voyage où je devais faire les photos des clients, les vidéos de promo, t'enchaînes tellement de trucs différents qu'au moindre stop du truc, parce qu'en plus tu dois pas gêner les clients qui sont sur le voyage tout en faisant une pub pour le. Donc c'est pour ça que filmer en drone c'est cool parce que tu peux filmer tout en laissant les voitures continuer, etc. Vu que c'est des road trips, c'est pour ça que c'est pratique. Mais quand tu t'arrêtes un stop, faut faire les photos de machin, faut filmer ça, faut filmer ci. Dès que t'as fini, tu repars en fait. T'as même pas le temps de dire c'est sympa. Non, tu dégages, c'est reparti, on enchaîne. Et c'est ça qui est le plus dur. Donc voilà, ça dépend vraiment des types de voyages aussi. Mais j'essaye d'inclure un peu les moments de pause un peu et de contemplation personnelle. Et c'est pas facile. Au niveau du matos, ouais. Est-ce que tu es plutôt du genre à t'encombrer de pas mal de matos, des caméras, des stabilisateurs, des boîtiers, des objectifs, etc. Ou est-ce que tu es plutôt à essayer d'être un peu plus minimaliste à ce niveau-là? Je tends vers essayer d'être plus minimaliste. C'est parce que pendant un temps, j'avais trop de trucs. En fait, je sais qu'à force, je sais que j'utiliserai. Enfin, il y a des trucs, je les prends, je sais que je vais les utiliser une fois. Mais par exemple, j'ai pris le gimbal en Inde, je l'ai utilisé une fois, littéralement. Mais je savais que ça valait le coup de le prendre quand même pour ce moment où j'utilisais, tu vois, même si je le trimballe pas toute la journée avec moi. Non, j'essaye de minimiser au maximum. Mais après, il faut vraiment pratiquer avec son matos pour se rendre compte de ce qu'on a absolument besoin et de ce qu'on a moins besoin ou pas du tout besoin. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de réduire un peu le poids dans le sac et d'avoir... souvent, là maintenant, j'ai le Z6. Du coup, j'ai plus envie de prendre des objectifs un peu fun, tu vois. Il y a Nikon qui me prête souvent du matos, donc je peux tester des objets et du coup, je vais peut-être prendre des focales fixes un peu pour le fun, entre guillemets, que je vais quasiment pas utiliser.
Mais allez, pour le plaisir, je le prends. Mais sinon, avant, quand je filmais avec le GH5, j'avais le GH5, mon 1835 de Sigma, le 70-200, et c'est tout. Genre vraiment, parce que je savais que j'allais rien utiliser d'autre, quoi. En fait, j'ai jamais le temps de changer. En fait, rien que changer d'objectif. Si t'es sur un shoot pro, en mode pub, et que t'es dans un studio, ah oui, clairement, tu peux avoir une valise de focale fixe, c'est cool. Mais sur le terrain, en vrai, t'as rarement le temps de changer complètement et de prendre le temps de... Enfin, c'est de la perte de temps, en fait. Ouais, et ça peut venir un peu à l'encontre de ta créativité, ça peut un peu te bloquer dans ta vidéo. Si t'es trop chargé, t'as trop de choses à changer. Si tu dois changer tes objectifs à chaque fois que tu dois faire un plan, c'est exactement ça. Pas mal de... Tu vas faire beaucoup moins de choses, être moins efficace, et au final... bah, tu vas à la limite regretter, ou sans t'en rendre compte, des fois les gens s'en rendent même pas compte, mais en fait ça les freine plus qu'autre chose, quoi. Donc je pense que faut juste se rendre compte de ce qui est un peu essentiel, et ça sert à rien de s'encombrer, parce qu'en plus tu perds du plaisir à trimballer un sac de 15 kilos, c'est pas marrant, quoi. Genre vraiment c'est pas ouf du tout. Après faut utiliser son matos avant, peu importe les situations, mais pour se rendre compte vraiment de ce dont on a besoin et ce dont on a moins besoin, quoi. Voilà, je pense qu'il y a une analyse à faire là-dessus. Mais en tout cas, je tends un petit peu à être de plus en plus minimaliste. À réduire j'essaye. Du coup. C'est pas facile, hein, mais j'essaye. Et puis c'est bon aussi pour la colonne vertébrale au final. Ouais, incroyable. Ouais, non, mais à ce niveau-là, c'est... Enfin, des fois, tu t'encombres tellement de trucs, puis tu es tout le temps en train de gérer ton sac parce qu'il y a 70 000 trucs dedans, tu vois, Alors des fois, t'as un objet, un appareil, et t'es libre, en fait. Et pas de stab, pas de truc film à la main, et tu peux pas faire certains plans, mais tu fais autrement, et ça marche très bien aussi, quoi. Au niveau de ton apprentissage, à l'heure actuelle, est-ce que tu continues un peu à te former ? Et si tu continues à te former, est-ce que tu saurais nous donner un ratio entre le temps que tu passes à la formation et le temps que tu passes à pratiquer, à faire des vidéos, à sortir ? Je pense que je me forme plus assez. Parce que, tu sais, il y a un temps où tu es à fond et tu apprends peut-être plein de trucs et ça te motive à apprendre. Et après, quand tu commences à plus pratiquer, au final... bah t'as moins la foi de revenir un peu sur le banc de l'école, entre guillemets, je sais pas, même si j'essaye de le faire quand même. Tu vois, j'ai acheté il y a pas longtemps une petite formation sur la lumière parce que je voulais apprendre un peu plus à utiliser mes lumières, etc. Et j'avais un tournage qui utilisait ça, bon, ok. Après j'ai quand même regardé pas mal de tutos, c'est pour ça que je suis plein de chaînes YouTube américaines et tout, parce qu'ils font plein de tutos, j'en regarde 1 sur 5 en général, mais il y a toujours des petites vidéos de 10 minutes où tu vas apprendre un type ou un truc dessus, tu vois. Et c'est plus dans cette dynamique-là que je vais aller apprendre des choses. Et en final, en fait, c'est vachement en pratiquant et en faisant des erreurs et en me trompant que je vais me corriger et au final rectifier le tir et apprendre un petit peu à ce niveau-là, tu vois. Je pense que c'est plus... donc le ratio, clairement, il est... on est à 80-90% pratique et 10-20% formation. Et encore, hein. Mais après... Au final, regarder des vidéos aussi regarder un peu des films, des choses, je considère aussi ça un peu comme de la formation en soi, parce que c'est de l'inspiration, c'est d'apprendre des petites choses ou découvrir des endroits. Enfin, tu vois, il y a un peu de ça aussi, mais... Est-ce que tu as le syndrome du vidéaste qui, à chaque fois qu'il regarde un film ou une vidéo, pense à comment a été fait le plan et... Ouais, de ouf. Mais avant, je le disais, je le partageais trop. Maintenant, ça va, je le garde, j'arrive à l'intérioriser, pas faire chier le monde autour de moi. Mais ouais, j'ai ça aussi quand même vachement. Surtout même sur les vidéos plus YouTube, tu vois, genre ou des trucs de voyage et tout. Genre, même qu'il y a des petits plans techniques, bah, tu sais, en fait, les gens ils font waouh, et toi tu fais ouais, je sais comment il l'a fait. C'est bon. Ouais, non, il y a ça. C'est là, c'est présent, ça existe. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu une vision différente une fois que tu commences à faire de la vidéo, une fois que ça devient ton métier, ou même une fois que tu as des connaissances là-dessus. Tu vois un peu différemment les montages, carrément. Les vidéos, t'essayes un peu plus de tout décortiquer. Ça casse un peu le mythe d'un côté, mais t'apprends des choses aussi de l'autre. Donc, ouais, c'est aussi passionnant. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'il y a un moment de ta journée ou des moments où tu te sens un peu plus créatif et des choses que tu as qui boostent ta créativité ? Enfin, il y a pas de... surtout en ce moment, c'est un peu particulier comme période où on est vachement plus... je suis plus contraint de bosser, d'avoir plus d'heures officiellement, littéralement sur un bureau, sur un ordi, quoi. Mais c'est pas forcément le matin. Le matin, je suis pas efficace, vraiment pas. Même si je me lève tôt pour faire monter les trucs, je suis pas trop là en général. C'est plus l'après-midi, après le café, après manger, tu vois. Je sais pas, il y a des moments où t'as envie de... Puis en fait, c'était un projet qui te motive, qui est intéressant, du coup t'as vraiment envie de te lancer dedans. C'est surtout ça en fait, je pense, de la motivation liée au projet qui va me dire j'ai envie de tester ça, vas-y, j'ai envie de faire des trucs. D'ailleurs il y a un projet là en ce moment que j'ai fait récemment, mais je sais pas, il sort quand ce podcast? Il devrait sortir dans pas trop longtemps. Moi je comptais le sortir mardi, le 28. Logiquement 2 jours après la sortie de ce podcast, il y a un projet très cool
que j'ai monté récemment là, et bah voilà, ça me motivait vachement parce que c'était nouveau. Et ça me plaisait vachement, et du coup j'étais dans un bon mood qui m'arrive moins souvent qu'avant quand même, et j'étais en mode j'étais trop chaud, et j'enchaînais plus qu'en temps normal. Alors par exemple la vidéo du tâche c'est cool aussi. Bon en vrai j'ai eu tellement de bugs dans Premiere cette fois-ci que genre ça m'a un peu... Ouais c'est ça aussi, quand le logiciel suit et que tout marche, c'est bien, tu vois, il n'y a pas d'obstacle, mais dès que tu as un obstacle ça te sort, et là par exemple le Taj Mahal j'ai moins pris de plaisir à le monter parce que il y avait une contrainte vachement de temps. Et parce que j'avais plein de bugs, et que puis même c'est aussi quelque chose que je connais plus, donc je prends peut-être plus motivé, plus créatif sur des trucs nouveaux aussi. Ok. Tu penses que la passion du projet et vraiment le plaisir que tu as à le faire, c'est super important pour ta créativité? Ah ouais, bah ça va me motiver à passer plus de temps, aller plus à fond, et je sais pas, être, tu sais, le stade de flow. Je sais pas si tu connais. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, si tu peux nous le décrire un peu pour les gens qui savent pas de quoi c'est un peu, alors je sais même pas si je vais le décrire comme il faut, mais en gros c'est un peu le stade où t'as l'impression que ton cerveau est à 200% et que t'es trop chaud et que t'enchaînes tout et que t'es ultra focus, parce que moi je suis très facilement... Tu vois pas le temps passer. Ouais c'est ça, t'es vraiment dans ta bulle. Je suis très facilement déconcentrable en plus, donc ça m'arrive pas tout le temps, mais c'est dans ces projets là où vraiment ça va m'arriver, et je vais passer 3 heures d'affilée et j'aurai l'impression d'avoir passé à peine une demi-heure, quoi, parce que ça s'enchaîne et que tout est cool et que je suis content du résultat, et que voilà, ça m'inspire en fait en soi de faire un truc nouveau, je pense. Ou de monter des nouvelles images, ça peut être le même format mais sur des images complètement différentes, tu vois, ou que je kiffe trop. Pareil, oui, un autre truc c'est quand tu regardes des images en rentrant d'un voyage ou le soir, et là tu vois les trucs que t'as fait, des images que tu trouves trop bien, et t'es là, tu fais oh, putain, j'ai trop hâte de monter ça va être trop, avec la bonne musique. Pareil, la musique, important de ouf. Si t'as la bonne musique qui te plaît de ouf, tu l'écoutes, tu fais ok, ça c'est cool, et ben ça te lance en fait dans un peu dans le, peut-être pas directement dans le flow entre guillemets, mais en tout cas ça te lance un bon élan d'inspiration, ouais, ça favorise quoi. Ouais. Bah, vu que tu parles de montage, en termes de timing, ça te prend à peu près combien de temps de monter une vidéo de voyage, et par exemple la vidéo sur l'Inde, voilà en exemple? Bon alors si on enlève, imaginons que le projet fonctionne à merveille et qu'il n'y a pas de bug partout et que ça plante pas, j'ai eu vraiment des problèmes que personne n'arrive à résoudre et que je trouve pas de solution. Mais imaginons que tout marche bien. Par exemple, j'avais déjà fait un dérush parce que moi je suis très un peu trop méthodique des fois. Enfin, je prends beaucoup de temps à dérush les trucs, à un peu les classer un minimum pour que ce soit plus facile après. Mais j'avais déjà fait un dérush, mais par exemple j'ai commencé le mardi matin et j'ai sorti la vidéo le jeudi soir. Donc en fait, je pense sur un vlog comme ça à 3-4 jours, on va dire, de montage pour le faire. Et donc on va dire du coup, si on verra en heure de... Allez, on va dire 20-25 heures à peu près, 20-25 heures. Et sur des vidéos au final de 2-3 minutes, des fois je suis full montage, tu sais, où c'est vraiment juste que du montage visuel. Bah, au final ça va être similaire parce que tu passes beaucoup plus de temps à mettre les images ensemble. Et est-ce qu'au final un vlog c'est long, mais t'as plein de séquences où bah, t'es juste en train de parler, t'as juste à faire du cut, et il y a moins de... Je dirais 3-4 jours à peu près, en moyenne. Ouais. Pour des images que t'as mis combien de temps à filmer? Bah là on a fait un voyage ultra express, mais pour le Taj Mahal au final c'est sur 2 jours les images, tu vois, qui étaient filmées, parce qu'on était ouais, donc en tout 5, enfin c'est pas, j'ai pas passé toutes les heures de toute la journée sur place à filmer le Taj Mahal, mais en tout on peut dire allez, une semaine quoi au final. Est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir des projets que tu veux faire, des envies, des choses que tu entames et que t'arrives pas à finir? Je suis pro pour avoir des idées, de faire un truc, ça peut être cool, et d'avoir la flemme de le commencer et du coup de le mettre là sur le côté sur un post-it, tu vois, un post-it mental. Mais en vrai j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire, mais que je suis pas bon à commencer complètement un truc nouveau, tu vois. Genre j'aimerais bien vendre des tirages photos, tu vois, parce que les gens on me demande souvent ça, et je pense que ça marcherait bien, mais faut que je recommence un peu de tout, faut que je me fasse une boutique, un machin, un truc, et en fait j'ai la flemme officiellement vraiment de lancer ça, alors pourtant ce serait cool. Et puis il y a des projets de vidéo aussi qui sont là mais qu'on n'a jamais le temps bon, surtout maintenant c'est un peu plus compliqué de les lancer, donc ouais non, c'est beaucoup d'idées, le pourcentage, il y a peut-être 30% de ces trucs là qui se font quoi. Et on repousse les autres jusqu'à des fois un temps où ils sont même plus à jour, quoi, plus faisables, et au final ils partent dans les oubliettes et on n'en parle jamais, quoi. Mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu. Bon, on arrive doucement à la fin du podcast, du coup je vais passer aux questions de fin. S'il y avait une des personnes que tu admires le plus pour sa créativité, est-ce que tu pourrais nous citer un nom? Ça peut être, c'est pas forcément dans la vidéo, c'est dans n'importe quel domaine. C'est tellement large du coup que c'est dur de... si on reste dans le domaine un peu vidéo de voyage, tu vois, enfin en tout cas déjà pour mon domaine un peu plus, je dirais
je parlais de Brandon Lee dans une vidéo, tu vois, en vidéo de voyage, c'est vraiment intéressant ce qu'il fait. C'est un gars qui va pas faire les vidéos un peu full transition, machin, enfin, genre les trucs un peu plus classiques, un peu montage de Sam Colder-like, on va dire, mais qui va faire des trucs plus culturels, vachement avec des plans réfléchis et des fois ultra techniques et intéressants. Et où on voit beaucoup plus de culture. Enfin bref, lui, il est vraiment inspirant, même s'il sort pas assez de vidéos parce qu'il en fait pas souvent, c'est ça qui est dommage. Il y a une vidéo qui m'a vraiment marqué un peu, et qui est un peu le point marquant de tous ces montages un peu voyage qu'on voit maintenant, et qui est là depuis 2014. Cette vidéo, c'est Watchtower of Turkey. Est-ce que tu l'as déjà vu sur Vimeo? Oui, en gros, c'est les prédécesseurs des premiers montages de Sam Colder. Le style Sam Colder est un peu calqué les plans qui sur... s'enchaînent, les mouvements qui s'enchaînent, etc. Et ça, c'est une vidéo qui m'a, à un moment de sa sortie, et même maintenant, je la regarde, elle est encore bonne, c'est ça qui est fou, elle a 7 ans. Et, elle a super bien vieilli. Ouais, c'est incroyable. Et ça, c'est vraiment, tu vois, une vidéo, un exemple pur et dur de créativité, parce que à l'époque, c'était complètement novateur, tu vois. Donc, voilà, un petit peu plus dans mon domaine, ou même des fois, par exemple Julien Fabreau, c'est un exemple qui revient vachement, ce que je disais tout à l'heure, ce qu'il arrive à créer autour de parfois des petits trucs, des petites anecdotes, des petits machins, ce qu'il arrive à créer autour de ça et comment il l'agence, c'est ultra intéressant, je trouve. Après, si on élargit, là c'est vraiment, même, c'est con, mais Peter McKinnon, qui est un mec ultra connu que tout le monde regarde, et je trouve ça intéressant ce qu'il arrive, enfin, il se prend pas la tête, et bon, en même temps, il a une légitimité qui lui permet de faire un peu ce qu'il veut, mais c'est intéressant des fois les formats qu'il propose, les trucs où il se dit juste j'aime bien ça, je le fais, et allez, il est hyper novateur sur plein de trucs. C'est ça, donc c'est intéressant aussi, tu vois, son approche des choses est cool. Et enfin, après, je vois maintenant aussi beaucoup plus en termes un peu business, tu vois, de comment il fait, qu'est-ce qu'il développe aussi pour mine de rien générer du revenu littéralement, tu vois, les trucs comme ça aussi, c'est un peu intéressant de voir les façons de faire, les façons qu'il a de faire. Et allez, si je peux élargir vite fait au cinéma, surtout au terme de, tu vois, des montages un peu spéciaux, ou les cadrages un peu genre de Wes Anderson, tu vois, j'adore. L'univers un peu, et il y a un autre gars, j'oublie tout le temps son nom, tout ce qui est Shaun of the Dead, enfin non, merde, putain, comment il s'appelle, les montages un peu funky plutôt, genre Shaun of the Dead, comment il s'appelle, j'oublie toujours, c'est terrible. C'est pas Edgar Wright, non, ouais, je crois. Edgar Wright. Mais tu vois, des montages un peu comme ça, en fait, j'aime bien les trucs qui cassent un peu les codes du cinéma classique, tu vois. Genre même on a regardé j'ai regardé une série qui s'appelle Self-Made sur Netflix, qui est une mini-série de 4 épisodes qui est trop bien. Et en fait, ils ont des fois des jump cuts, des trucs ultra qui choquent en fait quand tu le vois, ou même des timelapses, tu vois, genre, tu sais, un peu le plan est là, il y a un petit plan d'ensemble, et là, il l'accélère un peu comme un timelapse, un bout de vlog amateur de YouTube, et en fait, c'est trop bien parce que c'est des trucs comme ça que je trouve cool, donc j'ai pas de. Oui, là, je m'élargis, j'ai plus de nom à donner, mais c'est des trucs qui cassent un peu les codes établis, que je trouve vraiment créatifs, et que quand ça marche, c'est trop puissant. Bah ça c'est intéressant en cette période de confinement. Ça s'appelle comment du coup ? C'est Self-Made. Je te check après pour que tu mettes mais c'est Self-Made, je crois, et c'est l'histoire de Madame C.J. Walker qui a monté la première femme noire à monter un business et à devenir millionnaire en étant autodidacte aux États-Unis en 1900. Ok. Voilà. Donc c'est hyper intéressant. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans ? Quel projet, quelle perspective t'as pour l'avenir ? J'ai aucune visibilité à 10 ans, clairement. Mais par contre, je peux te dire allez, je peux faire 2-3 ans, pourquoi pas. Je suis pas en mode, ok, faut que je crée un empire et que je fasse, tu vois, genre, je sais pas, c'est plus continuer à faire les projets que je kiffe faire et que j'ai envie de faire, et avoir les moyens de le faire. Donc avoir aussi une liberté un peu financière, tu vois. C'est important parce que, aussi du coup potentiellement peut-être avoir plus de gens qui me suivent sur YouTube, ce qui permet aussi d'être plus libre financièrement, dans le sens où les marques, les choses vont vite t'aider à faire des projets parce que t'as du monde qui te suit et que c'est intéressant pour les deux. Donc c'est cool aussi, je pense, de grandir à ce niveau-là pour pouvoir être plus libre et faire peut-être des docus, des trucs un peu plus poussés, un peu plus réfléchis, parce que j'aurai le temps et l'argent pour le financer. Continuer à quand même faire des choses qui aident les gens, tu vois, genre que ce soit des formations, des tutos, parce que c'est trop cool d'avoir les retours des gens, comme tu disais par exemple sur la formation, tu vois, c'est vraiment c'est très gratifiant et ça fait plaisir en fait tu vois, d'aider un petit peu les gens, et puis continuer de bouger, de rencontrer pas mal de monde, de découvrir toujours plus, tu vois, et peut-être de le faire, alors ça c'est très compliqué à mettre en place à mon niveau, parce que c'est déjà dur de faire les choses, mais de le faire aussi peut-être plus éthiquement,
tu vois, en voyageant de façon un peu plus responsable, même si c'est très... Enfin, j'ai pas tant de liberté que ça sur les projets que j'organise qui sont coûteux, mais à l'avenir, tu vois, de peut-être faire des choses aussi plus proches, et pas forcément aller à l'autre bout du monde tout le temps, je sais pas. Mais bon, ça, c'est ce que j'aimerais faire, tu vois, et montrer cet exemple-là, mais c'est pas si facile que ça, quoi. Et après, c'est très vaste, c'est très large, mais je suis très au jour le jour un petit peu, tu vois, genre je me projette peu. T'as pas vraiment de vision à long terme, tu réfléchis pas forcément sur le long terme. Pas assez, je pense, mais je veux juste être libre de vouloir de faire les projets que je kiffe et qu'il y ait des gens, bah évidemment c'est cool s'il y a des gens qui sont là pour regarder, ça fait toujours plaisir d'échanger aussi à ce niveau-là, quoi. Donc continuer un peu dans la même trajectoire, tu vois, et voilà, c'est un peu ça l'idée globale de la vision du futur. Si tu avais un conseil à donner à un vidéaste débutant, quelqu'un qui veut devenir vidéaste, éventuellement faire de la vidéo de voyage, ça serait quoi ? J'ai fait 2 vidéos un peu qui touchent à ça il y a pas longtemps, genre sur comment j'ai eu mes premiers contrats et un peu après j'ai réagi aux anecdotes que des abonnés m'ont envoyées sur leur premier contrat et c'était intéressant, mais je donnais pas mal de conseils là-dedans, mais en gros pour résumer c'est de faire un maximum d'être proactif, c'est vraiment le mot, être proactif à fond, de faire un maximum de projets, d'essayer de rencontrer des gens et de faire des projets avec eux, ou au moins en tout cas de montrer que tu es là et que tu fais des choses. Donc ça peut être faire des photos à un événement de ta ville et les partager et taguer tous les trucs de la ville, de la région, tu t'en mets 50 000 et au moins qu'eux le voient et tu vois, te montrer, aller sur des groupes Facebook, partager ton travail, même si des fois tu auras 50 vues sur ton post et personne n'aura répondu, il y aura un moment où il y aura bien quelqu'un qui répond. Et moi j'ai trouvé mon stage de L3 sur un groupe Facebook. C'est vraiment des trucs random, mais en fait des fois il faut vraiment faire plein de ce genre d'actions pour que à un moment il y ait cette chance, cette ouverture qui se fasse et qui peut ensuite amener sur plein de choses, tu vois. Genre, donc c'est ça, après c'est très vague quand tu débutes et que t'as pas de contrat et tout, c'est compliqué de mettre ça en pratique, mais il y a un moment où ça va tomber et il faut juste être prêt, voilà, à récupérer un petit peu cette opportunité et à la prendre, à la saisir et à en faire quelque chose de bien qui peut ensuite s'enchaîner facilement il suffit d'avoir un premier contrat d'une pub, d'un petit truc local pour que tu la montres à un autre, ils disent ah bah c'est cool, je te prends, et ainsi de suite, et tu peux monter, tu vois. Ouais, c'est marrant parce que des fois on se rend pas compte qu'autour de nous il y a peut-être nos futurs clients. Moi, si je peux rebondir là-dessus, j'ai eu mes premiers contrats en vidéo en partageant mes vidéos sur Facebook. Ah ouais. Et en fait, dans mon réseau d'amis, des gens qui disent ah mais je connais quelqu'un qui cherche un vidéaste pour faire ci, ça. C'est le bon exemple. C'est comme ça que tu décroches les premiers. Bah ouais, après ça dépend. En voyage c'est plus compliqué, tu vois, parce que les options c'est faire des vidéos pour des agences de voyage, alors déjà c'est beaucoup plus fermé, tu vois. Mais ça peut être quelque chose qui vient a posteriori une fois que tu fais t'as une légitimité à d'autres choses, tu peux aussi donc voilà, après ça peut être aussi même pour des départements, tu vois, des trucs locaux, même dans un sens un peu plus local, arriver à te démerder, à te faire voir si t'as une ville qui est, bon évidemment si t'es à Lyon ou Paris c'est très très grand et c'est pas des contrats comme ça que tu peux avoir, mais dans une ville plus petite des fois ils vont se dire ah il peut faire une vidéo cool pour mettre la ville en avant et tu peux choper. Là, ce serait des petites pépites à prendre, tu vois, mais ça peut arriver si tu te montres dans l'environnement local et que tu montres que tu sais faire des choses, c'est accessible. Bon, petite question bonus parce que j'avais quand même envie de la poser. Si jamais le monde de l'audiovisuel avait jamais existé, qu'est-ce que tu ferais, tu penses ? Si le monde... Oh, putain, c'est dur. Je pense que ce serait... un truc autour de la nature, voyage, enfin tu vois, genre volcanologue, géologue, tu vois, un truc vraiment toujours dans le thème du voyage. Ouais, vraiment. Genre, je pense que ça serait... C'est ce qui t'a toujours fait kiffer. Ouais, j'ai eu la chance de pas mal voyager avec mes parents quand j'étais plus jeune, et c'est vraiment une chance, et ça t'ouvre un peu, je pense, sur tout ce qu'il y a autour de nous, quoi, qui est gigantesque, et ultra varié, hyper intéressant à découvrir, et puis la nature, c'est toujours mon petit favori, et du coup je pense que ça rejoindrait à peu près pas mal de choses ou alors dans l'histoire un peu, tu vois, ou même prof au final, pourquoi pas un peu de prof d'histoire ou guide, tu sais, quand tu rejoins un peu les centres d'intérêt, tu vois, du coup je donne plein de réponses, mais tu vois, genre même guide sur des tours complets, organisateur de voyage aussi, putain, mais ouais, organisateur de voyage, ouais, ça reste dans le, tu comprends, tu sens le thème global, quoi. Ça reste dans le thème du voyage et de la transmission. Il y aurait eu d'autres opportunités si l'audiovisuel n'avait pas été là, clairement, j'espère, en tout cas. Ok, merci beaucoup Charles. Écoute, merci à toi, c'était bien cool. Si les gens veulent en savoir un peu plus sur toi, des gens qui ne te connaissent pas, où est-ce qu'on peut les envoyer, sur quel réseau ? Principalement sur YouTube, je pense, ils ont juste à taper Charles espace S.
Pas besoin de marquer mon nom de famille qui est trop compliqué. Normalement Comment ça se prononce d'ailleurs? Parce que j'ai eu Julien Favreau au téléphone il y a pas longtemps. Il m'a dit si tu veux lui faire plaisir, tu dis Chile. Ok. Mais sinon, Chiel, parce que moi je disais Chiel. Alors... Ouais, il y a beaucoup de gens qui disent. Bah en fait, c'est Chile, j'accepte, mais sinon normalement c'est Chile. Mais bon. C'est tellement impossible à lire que maintenant, tu vois, je suis content, je suis référencé assez pour marquer Charles S et ça suffit, et c'est bon. Okay. Et puis Insta aussi, Insta pareil, Charles_S et normalement SCH, et normalement je devrais être dans les propositions. Merci beaucoup Charles. Merci à toi, c'était bien cool. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Petit rappel, n'hésitez pas à me dire qui vous aimeriez écouter sur ce podcast en commentaire sous la vidéo YouTube. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez chez vous.